Bonjour tout le monde. Notre webinaire d'aujourd'hui sera consacré au recueil, traitement et analyse des électrorétinogrammes et potentiels évoqués visuels. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que traitement et analyse ne sont que l'un des maillons de la totalité de la chaîne de recueil, le premier élément étant bien évidemment la stimulation visuelle, suivi de la stimulation rétinienne qui, elle, dépend de l'endroit où fixe le patient, mais aussi des paramètres de l'œil, la transparence des milieux, la réfraction. L'élément suivant, eh bien, c'est le système visuel qui est en fait ce que l'on cherche à étudier par ces examens, suivi des électrodes, suivi des connexions de ces mêmes électrodes à l'amplificateur, et il faudra faire bien sûr attention à la position des électrodes et à leur connexion au niveau de l'amplificateur. Et donc, traitement et analyse sont le dernier maillon de cette chaîne. Tous les maillons sont importants, il faut insister, et les meilleurs traitements et analyses ne pourront pas remédier à un problème de stimulation ou à un problème de recueil. Les buts et les traitements des analyses sont à la fois d'extraire les réponses, d'évaluer leur fiabilité et de fournir des éléments quantitatifs permettant de les comparer à des valeurs normales et de suivre leur évolution. Les signaux qu'on va recueillir sont noyés dans l'activité provenant d'autres organes. Dans l'exemple des potentiels évoqués, ils sont noyés dans l'activité du cerveau, l'électroencéphalogramme, et j'attire votre attention que certaines des activités de l'électroencéphalogramme ont des amplitudes bien plus élevées que le potentiel évoqué. Un potentiel évoqué, c'est grosso modo de l'ordre de 5 microvolts, alors que par exemple le rythme alpha peut atteindre 50 à 100 microvolts. Pour extraire ces réponses de cette activité, on fait appel à des techniques que l'on appelle technique de Moyen-Âge. Ici, vous voyez la réponse une séquence de réponses à des stimulations visuelles. Première, deuxième, troisième, etc. Et vous voyez, on ne voit absolument pas les réponses qui correspondent au phénomène. Derrière ça, grosso modo, quand vous faites une réponse, vous avez alors une fois le signal. Alors le signal, c'est ce qui correspond au phénomène visuel. Et une fois le bruit, alors nous on parle de bruit en termes d'ingénierie pour indiquer ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas associé à la vision. Quand vous allez faire, par exemple, une centaine d'accumulations de réponses, vous aurez 100 fois le signal parce que tout ça, comme c'est synchrone, alors la notion de synchronisation est importante, hein, ça se produit en réponse à la stimulation, on aura 100 fois le signal, mais le bruit va avoir tendance à s'éliminer. Et donc on va avoir un gain en rapport signal sur bruit qui sera, on peut montrer ça par des mathématiques, de racine du nombre d'accumulations. C'est-à-dire si on fait 100 d'accumulation, on va gagner racine de 100, c'est-à-dire 10 en rapport signal sur bruit. Alors, la question qu'on va toujours se poser, là vous voyez un exemple, c'est un sujet normal, il est même à côté de moi, c'est Jean-Pierre. On a fait une accumulation, donc on a quelque chose qui est très bruité, on en fait 2, on en fait 4, on en fait 8, et vous voyez, on voit apparaître donc la réponse évoquée, qui par élimination du bruit. Mais la question, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut arrêter ce Moyen-Âge. Est-ce qu'on l'arrête au bout de 4? Ici, on voit déjà au bout de 4 apparaître une réponse. Ou est-ce qu'il faut attendre beaucoup plus longtemps? Là, le problème, c'est que la moyenne, c'est quand même très limité, la notion de moyenne. C'est pas toujours très fiable. Si vous avez, alors je prends toujours cet exemple, mais vous voulez savoir le prix d'une maison dans votre environnement, si vous faites la moyenne, eh bien, si vous avez par exemple un château qui coûte 100 fois plus que les autres maisons, votre moyenne sera fausse. Donc, il nous faut d'autres critères. Une première solution qui est assez fréquemment utilisée, c'est de répéter le test et de voir si la répétition donne le même résultat. Vous pouvez faire ça sur nos appareils. Vous pouvez, à l'issue d'un premier résultat, appuyer sur la touche M de votre clavier et ça va
avoir pour effet d'enregistrer ce résultat et vous faites un deuxième examen et vous appuyez sur la touche S qui va à ce moment-là montrer la superposition. Et donc, vous verrez apparaître les deux réponses, la première et la deuxième superposées, et vous pouvez bien sûr imprimer ce résultat. L'inconvénient, c'est que l'évaluation que vous obtenez est tout à fait subjective. Ça vous donne des indices, mais ça reste quand même une interprétation subjective. L'autre solution qui est implantée sur nos appareils, c'est une analyse statistique. C'est-à-dire qu'au lieu de faire simplement la moyenne, on va calculer la distribution des réponses et mettre en évidence non seulement la moyenne, mais les écarts types. Ça, c'est un travail qui avait été réalisé il y a presque 30 ans, où on visualise ici à la fois la moyenne et les écarts types par rapport à toutes les réponses, les 60 réponses et quelques qu'on a obtenues au cours de l'examen. Et vous voyez dans les 3 premiers exemples, on peut très bien distinguer la distribution de 2 pics successifs. Hein, et à ce moment-là, on peut appliquer quelque chose qu'on applique en statistique pour déterminer si 2 pics ou deux populations sont significativement différentes, et ça s'appelle le t-test. Dans les exemples qui sont ici, vous voyez, on a beaucoup moins de possibilités de dire qu'il y a une différence entre les différents pics de la réponse. Et donc, on pourra conclure que le potentiel évoqué n'est pas détecté réellement. Alors là, j'ai essayé d'expliquer de façon graphique. Cette notion statistique est un petit peu compliquée. Donc ici, vous avez un potentiel évoqué par renversement de damier avec la N75 et la P100. Et donc, on va avoir la distribution sur toutes les réponses de la N75 en amplitude et la distribution sur toute la réponse de la P100. Et donc, le test que l'on applique, c'est on compare les moyennes des réponses, on prend en compte la variabilité, ce qu'on appelle l'écart type, et à partir de là, on peut définir un critère de fiabilité qui apparaît ici. Le pourcentage que vous avez dans la colonne de droite vous indique que la réponse a un niveau de fiabilité de 99%, autrement dit qu'il y a 99% de chances pour que les pics soient différents du bruit. Là, c'est un exemple où le niveau de fiabilité a été trouvé de 69%. Alors, où placer la barre? C'est toujours l'éternel problème. Eh bien, si c'est 99%, c'est excellent. Si c'est 95%, c'est pas mal. Mais si c'est en dessous de 90%, on va avoir de gros doutes parce que ça veut dire que vous avez quand même 10% de chance que ce soit pas fiable du tout. Là, dans l'exemple qui est ici, on a 69%. Et vous voyez, ben, ça, c'est pas réellement, enfin, je ne dirais pas que ceci est un potentiel évoqué. Et donc, j'éviterai d'aller mettre des marques N75 et P100 sur ce type de tracé, parce que la fiabilité n'est pas suffisante.